Hello Jai, comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va super, on commence bien. Euh, eh ben écoute, moi ça va super. Donc du coup, je suis toujours en Grèce là. Je suis bien que tu as l'air de me poser la question de où est-ce que je suis en ce moment. Ben, je te réponds déjà d'avance. Je suis toujours en Grèce. Euh, Ça se passe super bien et l'endroit est absolument magique et pas du tout touristique. Et du coup, je suis en train de me poser la question de pourquoi est-ce que je m'installerais pas ici de façon plus prolongée. Et comme j'ai un pote qui a déjà une maison sur place, et ben en fait, tout paraît un petit peu m'attirer vers cet endroit-ci. La vie est 50% moins chère qu'en France. La qualité de vie est 200% ou 300% supérieure à celle de Paris. On est à 2 heures d'Athènes et à partir d'Athènes à 3 heures de la France. Et du coup, c'est hyper intéressant. En fait, c'était intéressant d'avoir le débat qu'on a déjà eu tous les 2000 fois de qualité de vie versus flux d'informations. À Paris, quand tu es à Paris, tu as un flux d'informations. Des fois, c'est un trop-plein d'ailleurs. Mais tu es dans le centre de l'action. Tandis que quand tu es, par exemple, en Grèce, à 3 heures d'Athènes ou à 2 heures d'Athènes, et ben, tu as une qualité de vie qui est pour beaucoup, beaucoup moins cher et donc pour beaucoup, beaucoup moins d'efforts, euh, 2 ou 3 fois supérieure à celle qu'on peut avoir à Paris pour tout ce qui ne concerne pas le flux d'informations. Donc les potes, la bouffe, le sport, le soleil. Et je sais pas, je sais bien qu'on en a déjà parlé plusieurs fois tous les deux. Et on se demandait, ouais, ok, à quel moment on fait le move? Est-ce que c'est quand tu as tes premiers enfants? Est-ce que c'est quand tu as ton premier million? Est-ce que c'est quand tu as fait ta première boîte? Est-ce que quand tu as monté ta première équipe remote? Je ne sais pas, tout ça, finalement, c'est des questions qui sont assez récurrentes. Mm. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que le François qui est sage, eh ben, en fait, il s'installerait ici. Et le François qui est impatient et ambitieux, eh ben, il a envie de retourner à Paris ou dans un centre mondial d'information comme New York ou à une époque San Francisco ou Berlin, Londres, enfin bon, t'as compris. Et donc voilà, tu vois, c'était les sujets qu'on abordait hier en groupe. C'était marrant. Et dans le groupe, tu vois, il y a 2, 3 personnes qui nous ont rejoints récemment là et qui sont de passage ici, qui sont super intéressantes. Tu as la fille d'un constructeur de bateaux qui m'a expliqué qu'avec le Covid, le nombre de bateaux et de commandes avait explosé. En fait, ils construisent non pas les gros bateaux, mais ce qu'on appelle une annexe. C'est le petit bateau qui suit le yacht ou le Mm. mini-yacht ou le petit bateau. Ça se vend comme des petits pains apparemment. Et ils ont une marque mondiale, ils sont distribués dans le monde, etc. Tu vois, et elle m'a expliqué toute la supply chain. Du coup, il y a une partie de la supply chain qui est en Asie. Et elle voudrait la rapatrier, elle, une grosse partie de la supply chain ici en Europe, au Portugal, pour les bateaux premium, tu vois. Et c'est super marrant de discuter de ça avec eux. Tu as un autre gars, sa famille est depuis 500 ans dans le vin. Et lui, là, il travaille dans des groupes de luxe, genre LVMH, etc. Et il me dit, ouais, mais quand j'aurai 40 45 ans, je pense que je vais retourner dans le terroir. Il y va déjà tous les week-ends. En fait, il veut absolument avoir un taf en télétravail pour pouvoir être relativement tôt sur la vigne, faire les ramassages, etc. Tout le processus de création de vin. Et il a des, bah oui, il a des appellations et des noms extraordinaires. Et tu vois, c'est un type, il est comme ça, à côté de Mm. moi, tout gentil, etc. Et pourtant, ça fait 500 ans que sa famille cultive des terres de vin de façon extraordinaire. Et il m'expliquait toute la logistique en fait de ce que c'est créer du vin. Alors moi, j'avais déjà une petite connaissance de base, tu vois, mais là, c'est absolument extraordinaire. Et par exemple, je pense que c'était en 2019 ou en 2017, sa famille du coup, a fait un millésime qui n'était pas assez satisfaisant. Et du jour au lendemain, ils ont dit, OK, ça n'aura pas notre étiquette. On ne va pas produire de vin cette année. Tellement ils sont pointilleux sur la qualité. Pointilleux, ouais. Donc, Mm. ils ont cut ça. Tu as un autre gars qui est là, qui est commercial pour une grande marque dans la, je sais pas comment on appelle ça, la laiterie industrielle en France. Il m'expliquait comment est-ce qu'il arrivait à placer ses fromages dans les étagères, à quel point, tu vois, c'était des jeux un petit peu de confusion d'intérêts avec les vendeurs qui sont dans les rayons. Et en fait, les vendeurs et les responsables de rayons,
c'est les plus importants parce que c'est eux qui mettent ton produit en avant. C'est un truc que je ne connaissais absolument pas, tu vois. J'en avais déjà entendu parler parce que j'en avais parlé un peu avec d'autres gens qui faisaient le même métier que lui, tu vois. Mais là, lui, il m'a répété, il m'a réexpliqué, etc. Tu as une meuf qui est dans des cabinets qui va expliquer les processus de décision dans un cabinet de conseil et à quel point, en fait, et ça, c'est Oussama qui nous l'a appris tous les deux, mais on le sait depuis longtemps, c'est à quel point la responsabilité, en fait, quand tu passes par un cabinet de conseil, en fait, quand tu passes par un cabinet de conseil, la plupart du temps, c'est pour pouvoir backer ta responsabilité sur une étude relativement sérieuse faite par un cabinet externe de ton projet pour la boîte. Et ben, elle m'expliquait qu'en interne, c'était exactement pareil. Tu as une échelle de responsabilité en interne qui fait que tu as le partenaire qui donne au sous-partenaire, qui donne au responsable juridique, qui donne à l'assistant ou au stagiaire juridique. Et en fait, ça remonte après dans l'autre sens. Tu vois, c'est super marrant de voir des chemins comme ça de responsabilité croisés. Euh, et tu as plein d'autres gens super intéressants dans la data, etc. Enfin bon, bref, c'est assez intéressant ces vacances. Honnêtement, c'est pas du tout reposant, mais comme tu le sais, mais c'est super intéressant. Et donc voilà, c'était mon introduction du jour. Et est-ce que tu veux commencer par un sujet? Est-ce que tu as quelque chose à me raconter? Ou même une anecdote que tu as vécue récemment? Écoute, Je suis preneur. moi, mes dernières journées étaient moins excitantes que les tiennes. Quoique, non, non, on a passé cette semaine un peu, enfin, pas mal de focus sur la fellowship, la crypto fellowship. Mhm. Et du coup, là, on s'occupe des candidats et on est en train de faire la sélection. Assez intense aussi, on rencontre des profils incroyables, des gens, on n'aurait pas pu s'imaginer rencontrer des gens comme ça. Et du coup, on a des discussions hyper intéressantes. Et puis, l'exercice est aussi intéressant de faire passer les gens dans un process, de devoir les juger, de devoir en équipe, faire ça avec une équipe, parce que du coup, je ne fais pas ça tout seul, je fais ça avec deux personnes qui, pour le coup, sont beaucoup plus seniors et qui font ça, c'est leur métier. Et j'apprends plein de trucs et j'en parlerai avec plaisir dans le futur. Et je présenterai aussi les candidats avec plaisir quand ils seront publiquement annoncés. Mais donc voilà, moi, Attends, et tu peux vas-y. pas me dire quelle était ta plus grosse surprise dans cette semaine-là, d'un point de vue fellowship, sans rentrer dans le détail? Est-ce que tu as appris un truc que tu savais pas? Par exemple, est-ce que tu as été surpris d'une analyse que tu pouvais avoir a priori et qu'à posteriori, en fait, tu t'es rendu compte que tu t'étais complètement trompé? Ouais, mais c'est le truc privé pour le coup. Donc Ah, ok, je pourrais d'accord. pas en parler, mais oui, clairement. C'est-à-dire que, mais c'est comme, c'est c'est toute la complexité quand tu fais un métier où tu dois juger des gens. C'est pas mon métier de base, mais là pour le coup, je suis en train de participer à cet exercice. Chez The Family, c'était en- pas Parti. mon métier, mais je le faisais un peu quand même, parce qu'un peu tout le monde le faisait. Et c'est très dur en fait quand en fait, ton output est basé sur ta capacité de jugement des gens. C'est ultra dur. Genre, enfin, c'est un vrai skill, Pierre me disait: «C'est pas une science, c'est pas du tout une science exacte» et oui, c'est pas du tout une science exacte. C'est, 50 science, 50 le cœur et tout ça s'entraîne, quoi. Donc il y a des data, enfin, il y a des données, pragmatiques, et rationnelles que tu peux prendre, mais après il y a aussi tout le reste qui va avec et c'est dur, surtout dans les temps impartis et parce que tu rencontres pas les candidats pendant des heures et des heures et des heures. Donc c'est un vrai exercice et ce qui est cool, c'est que, bah, comme je disais, je fais ça avec 2 personnes dont c'est leur métier et du coup, je m'imprègne un peu aussi de leur, façon de faire et de leurs remarques et de leur analyse Mhm. et pour le coup, là-dessus, j'apprends beaucoup, tu vois? Et ça, c'est cool. Donc voilà, assez intense aussi, mais d'une autre façon, d'une Ok, autre façon. très bien. Je te rejoins. La Hem semaine prochaine, je recommence le même rythme que toi, donc Allez, c'est parti. ça va repartir pour les journées Heu moroses. non, 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 c'était pas Pas morose, c'était morose. non, Morose. non, non, ah non, non, moi c'est j'ai très, très bien aimé, hein. Ok, d'accord. Non, mais je voulais dire, par morose, je voulais dire plus régulière et plus organisée, quoi. OK, Mais ça OK, me manque énormément, là. Mais bien joué, alors, et je me réjouis de voir les candidats que tu vas réussir à sortir. grave. Moi, je voulais te parler d'une boîte, que j'ai découvert, récemment parce que le patron, le CEO de Stripe, donc une très grosse boîte, qu'on connaît tous, a fait un post sur cette boîte-là en disant qu'il kiffait le produit et qu'il le consommait. Et en fait, c'était quoi? C'était une boîte de café. Tu l'as vu parce que tu fais cette tête, OK, tu l'as pas vu, OK. C'est une boîte dans le café
Et bon, moi, je suis grand fan de café, je m'intéresse un peu au monde du café et là, pour le coup, c'est une boîte qui révolutionne un peu le monde du café à sa façon et je vais t'en parler. La boîte s'appelle Cometir, Cometeer. C'est bizarre comme nom, je suis d'accord. Enfin, c'est compliqué à prononcer et à brander, j'ai l'impression. Donc Cometeer, Cometir. Et leur truc à eux, c'est de faire du café de qualité, en capsule. Faire du café de qualité en capsule avec, des provenances et des arômes variés et tout Mhm. ça avec une chaîne de production et de distribution, équitable, éco-free et tout ce que tu as envie de rajouter par-dessus. Ok. Ils ont quand même une spécificité parce que ça, tu as envie de dire: «OK, tout le monde a envie de faire du café de qualité». Mais selon eux, et selon les consommateurs qui consomment ce produit, le café est vraiment de très grande qualité et du coup, Cometir explique pourquoi il est de si grande qualité. Donc en gros, tu connais peut-être les capsules de café que tu mets dans une machine et que tu, Ouais. Nespresso, etc. voilà, exactement. Le problème de ces cafés-là, c'est quoi? C'est que comment on fait ces cafés? On a la graine de café, elle est séchée, elle est cuite, ensuite elle est broyée, elle est déshydratée et elle est mise en capsule. Et en fait, le processus de déshydratation enlève énormément de saveur au café, énormément de saveur. Les spécialistes du café appelleront, le café qui est dans la capsule de café, du café mort. C'est ce que on Ok. entend très souvent ça, ils appellent ça, bon ça c'est du café mais il est mort, il est pas vivant. Parce que selon eux, le café est un produit vivant, au même titre que du vin. Ok. D'ailleurs, quand tu as un paquet de café chez toi, en grains, ou fraîchement moulu et que le paquet est fermé, si tu le laisses d'ailleurs, certaines personnes, reconnaîtront ce que je veux dire. Si tu le laisses de côté pendant plusieurs jours et tu ne l'ouvres pas, tu vas avoir le café qui va gonfler. Le café gonfle parce qu'en fait dedans, il y a des gaz et le café dégage certains gaz. Le problème, c'est que et ces gaz-là participent, à l'arôme du café. Le problème, c'est que quand tu déshydrates le café, tu enlèves tous ces gaz-là, donc il ne gonfle pas. En fait, il est super facilement, stockable. C'est un souci pratique. Il se conserve super longtemps. Vu qu'il y a pas de gaz, tu peux l'empacter dans ce que tu veux. Le gros problème quand tu essayes parce qu'il y a des marques qui ont essayé de le faire, de mettre du café qui n'a pas été déshydraté, qui a été cuit, mais pas déshydraté dans des capsules ou dans des canettes de café, des canettes de café. Le problème, c'est que du coup, les gaz vont faire exploser soit la capsule, soit la canette. D'ailleurs, il y a une marque je crois que c'est, hem j'ai oublié le nom de la marque, j'ai oublié, mais qui faisait des canettes de café et récemment, elle a dû, reprendre des milliers de canettes de café aux États-Unis parce qu'en fait, les canettes, explosaient, chez les gens, quoi. Parce que le gaz, le café était de très grande qualité, mais pas déshydraté et donc ça explosait. Ok, d'accord. Du coup, eux, en fait, Comity, ils ont c'est quoi leur hack? Bah, en fait, c'est un hack que moi je connaissais, que j'avais déjà essayé et qui était plutôt pas mauvais et apparemment le fondateur, il a patenté ce hack. C'est un hack à la con que tu peux trouver sur Google, c'est de congeler le café. En fait, apparemment, historiquement, le mec, c'était un grand amateur de café. Il bossait chez Dunkin', si je ne me trompe pas. Et suite à plusieurs tests avec du café pour essayer de conserver un café de meilleure qualité, il a vu une fois, une astuce qui était de faire du café, donc c'est-à-dire, le cuire, le broyer, le faire infuser et ensuite le mettre dans une barquette à glaçons. Tu le mets dans ton congélateur, il se solidifie et après quand tu veux faire un café, un latte ou alors, même un expresso ou quoi, tu sors le glaçon, tu le mets dans ton verre et tu rajoutes soit du lait, soit tu rajoutes un peu d'eau chaude et en fait ton café, renaît quoi, il est là quoi. Super Le malin. truc, c'est que vu qu'il n'a pas été déshydraté, il garde tous ses arômes. Ok. Du coup, le truc de Comitier, c'est de dire: «Nous, on fait du café de qualité en capsule qui n'est pas déshydraté mais qui est congelé». Chez eux, en stock, ils ont toutes leurs capsules qui sont, sous, je sais pas moins de combien de degrés, qui sont congelées et apparemment même quand tu reçois la livraison chez toi, tu la reçois dans un bac à froid, où la capsule est toujours congelée. Ok. Ça a coûté Donc une ça, c'est fortune en leur logistique. ouais, ça doit être le bordel. Juste pour un petit rappel, aux États-Unis, le marché du café, c'est 94 milliards de dollars. C'est un marché gigantesque. Une capsule coûte 2 $. Un accro au café, il boit du café toute sa vie. Il boit un, 2, 3 cafés par jour toute sa vie.
Moi, littéralement, je bois un, 2, 3 cafés par jour toute ma vie. J'ai regardé mon compte bancaire, j'ai regardé combien j'ai dépensé en café à l'extérieur, le mois passé, quand j'étais à Paris, donc full time à Paris en remote. En Et pourcentage, c'est combien? j'ai dépensé plus ou moins entre 5 et 10 € par jour de café. Ok. C'est énorme, c'est énorme et c'est parce que je le prends à l'extérieur que je le fais pas toujours chez moi, donc si je le faisais chez moi, je pourrais économiser de l'argent, mais quand même. Tu le fais Heu, aussi chez toi, j'imagine, par-dessus tout. Par-dessus ces ouais, 5-10 ouais, mais euros. celui-là, il coûte Ouais. pas cher, enfin, il coûte pas cher, si, il coûte, mais il coûte moins cher que d'aller à Ok. l'extérieur prendre un café dehors, quoi. Hem, donc en fait, le marché du café, c'est un marché gigantesque. On va pas c'est un marché, Il n'y a pas de obvious doute. au niveau de la taille de marché. Mhm. Ils vendent 2 $ la capsule, et donc comme je l'expliquais, l'astuce, c'est de congeler ce café, et en fait, j'ai lu un article qui essaie de le gars qui a créé l'article est investisseur dans cette boîte-là. Donc oui, ils ont levé récemment 50 millions de dollars, avec les plus beaux investisseurs, e-commerce, direct to consumer que tu puisses imaginer sur terre. Vraiment, ils ont eu la crème de la crème de la crème de la crème dans l'e-commerce et dans le direct to consumer. Les fondateurs sont des mecs balèzes, c'est des anciens mecs de chez Dunkin'. C'est ultra méga balèze. Et en fait, ils font une comparaison avec, le monde de la bière. En fait, apparemment, le marché de la bière, ces 40 dernières années, il a eu un essor, fulgurant, alors qu'il y a 40 ans, une bière, c'était pas un produit, très glamour. C'était pas un produit, où on se souciait de la qualité et de la diversité, des bières qu'on pouvait avoir, et en fait, ces dernières années, ces 40 dernières années, le marché est passé d'inexistant à un marché gigantesque, et aujourd'hui, tu as des bars où il y a des milliers de bières. Quand tu vas dans les supermarchés, tu as des milliers de bières. Il y a un vrai plaisir à avoir une bière qui a été produite localement, ou bien une bière machin truc. Et en fait, eux, ils font la même chose, c'est-à-dire non seulement ils congèlent un hack, c'est de congeler le café, mais en fait, vu qu'ils congèlent le café et qu'ils gardent les arômes, en fait, ils font quelque chose que toutes les autres marques de café n'arrivent pas à faire, qui est d'avoir des cafés de provenance différente avec des vrais arômes différents. Aujourd'hui, quand tu vas chez Starbucks, le plus gros problème, un amateur de café n'ira jamais chez Starbucks. Alors moi, je vais chez Starbucks des fois, par défaut aussi parce que j'aime l'ambiance, et qu'en fait, la brand qui a créé Starbucks est une brand qui prouve, sur moi, en tout cas en tant que consommateur, qu'on n'achète pas un produit, on achète une histoire et une expérience. Et Starbucks en est un exemple flagrant dans ma vie, et je pense que c'est Mhm. l'exemple flagrant dans la vie de beaucoup de personnes. Mais fondamentalement, le produit Starbucks, c'est dégueulasse. Si on ne parle pas des milkshakes, des cafés aromatisés, sachant que c'est 99% de la carte de Starbucks. C'est quoi? C'est des macchiatos, avec du caramel, avec des liqueurs, mais ça, c'est pas un café. On parle du vrai café, donc soit l'expresso, soit l'americano, soit le café filtre ou le cappuccino, on va dire. Après, tu as le macchiato et des choses comme ça, mais qui font pas trop. Donc sur ces cafés-là, eux, font de la merde. C'est pas des bons cafés. Pourquoi c'est pas des bons cafés? Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des graines de café, c'est eux qui cuisent leur café, c'est eux qui le roast. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des graines de café dans le monde entier, de diverses variétés, les moins chères possibles. Ensuite, ils les, cuisent tout ensemble, donc ils les mélangent, ils les cuisent et ils les surcuisent, ils les brûlent. En fait, le fait qu'il est brûlé, il peut être conservé plus longtemps, et il est homogène au niveau du goût. Plus tu brûles, moins tu cuis une graine de café, plus Bien des sûr, arômes vont ouais. sortir, et en fait, une fois que tu l'as brûlé, bah, le goût, il est neutre, il est homogène. Même si tu as utilisé différentes variétés de café, tu vas avoir un goût, et ça va être le même pour toutes tes filiales, enfin pour tous tes Starbucks dans le monde entier. Du coup, en fait, c'est le hack de Starbucks, c'est de dire: «On va surcuire le café pour que quand tu vas 10 fois sur l'année chez Starbucks, 10 fois sur le mois chez Starbucks, tu as toujours le même goût». C'est le hack qu'ils ont trouvé. Cometir, ils se disent: «Nous, on ne veut pas faire ça. Vu qu'on veut faire du café de qualité et qu'on est des experts du café, on est amateurs de café, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des cafés du monde entier, de différents producteurs». Ils vont jouer sur le côté, on va aider des fermes, machin, machin, machin truc. Donc, tu sais, il y a des photos avec des fermiers, machin, de café, enfin classique. Mais le truc qu'ils disent, c'est que nous, on le fait vraiment, vu qu'on le congèle, on peut vous proposer des cafés de différentes variétés qui gardent le goût, et on peut le faire en masse et at scale, et on peut créer une billion dollar compagnie autour de ça.
Donc sous le modèle qu'ils ont, c'est la boîte de café parfaite, du café, écolo, responsable, tout ce qu'on a envie de foutre là-dedans, qui aide vraiment des fermiers selon eux, hem, qui, est consommable, sous forme de capsule, qui est quand même un des modes de consommation les plus utilisés et le plus simple, le plus pratique, et qui, garde sa vraie saveur parce que le hack, c'est qu'on le congèle. Voilà, voilà, je voulais te parler juste de cette boîte, je serais cu moi j'ai envie de goûter. Il y a 2 J'ai façons deux de questions. goûter les capsules. Soit tu l'ouvres et dedans du coup tu as le café congelé et tu le mets dans un verre et ensuite dessus tu mets de l'eau chaude. Soit tu peux directement le mettre dans la machine à café. C'est les 2 modes de consommation et du coup ils disent, c'est parfait aussi pour les lattés, ce genre de choses. Vas-y dis-moi, Alors, tu as des j'ai questions? j'ai une question et une remarque. Je vais commencer par la remarque parce que je sais pas si tu vas pouvoir réagir dessus. Je trouve ça super intéressant que, ils vendent la capsule 2 €. C'est combien une capsule de Nespresso? C'est genre 40 ou 50 centimes, un truc comme ça, ou même un peu Je saurais moins, pas un tout dire. petit peu moins. Ouais. C'est genre plusieurs dizaines de centimes en tout cas, je pense. Et déjà, moi je me rappelle, quand ça s'est sorti, les gens avaient hurlé parce que c'était extrêmement cher, patati patata. Aujourd'hui, Donc tu vas en chez effet, Nespresso, tu ouais, sors de là, tu en as pour quelques centaines d'euros, quoi. ouais, Si tu as un exact, sac, Nespresso, tu as quelques centaines d'euros, ouais. exact. Et du coup, ce que je me dis, c'est je me demande, euh, en gros, imagine la capsule de café, tu fais un fromage dessus avec un graphe de fromage. Je me demande combien va au fermier, combien va à l'infrastructure de transport, combien va à l'infrastructure logistique de congélation, et ensuite combien va dans la poche de la boîte, etc. Je me demande et combien, ouais, comment ce fromage se divise. À mon Mmh. avis, il y a une grosse part qui doit être, et c'est peut-être d'ailleurs là leur recette, tu vois, une grosse ou petite part qui va on récupère le café, on le broie, on le moud, et puis ensuite, je sais pas si on le moud d'ailleurs, enfin bon, bref, tu as compris l'idée. Et ensuite, on le congèle. Donc, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un tunnel de congélation. Et puis ensuite, on le conserve en congélation. Et ça, c'est un truc qui coûte extrêmement cher. Petite anecdote, anecdote en fait, parce qu'une anecdote est toujours petite, donc on ne dit pas petite anecdote. Je le dis comme ça, je viens de me le dire moi-même. Euh, Anecdote, en France, moi je le sais parce que j'ai travaillé chez Spécile, la boîte de stockage, patati patata. En France, la disponibilité en entrepôt de congélation, donc en entrepôt frigorifique, comme on dit, est super, super, super limitée. Il y a très peu d'espace. Et du coup, les prix explosent. Vous pouvez aller voir ça. Si vous voulez avoir des insights sur ce genre de sujet, parce que ça vous intéresse, que vous avez envie d'investir dans un asset immobilier qui peut rapporter de l'argent tous les mois, allez-y les gars. Dans le sud de la France, par exemple, il n'y a pas du tout assez d'entrepôts frigorifiques. En tout cas, d'après ce que j'ai cru comprendre. Il suffit d'aller sur le site de la FM Logistique. C'est une grande, je pense que c'est la plus grosse boîte de France de logistique frigorifique. Et là, vous pourrez voir très rapidement en fait où ils ont leurs entrepôts frigorifiques en France. Et bien ensuite, vous imaginez que dans le reste de la France, il y a quasiment rien d'autre. En fait, je pense qu'il y a moins de 500 entrepôts frigorifiques en France. Des entrepôts de taille industrielle, en tout cas. Tu vois, bien sûr, tu as le traiteur ou le restaurateur du coin qui a un petit entrepôt frigorifique dans le fond de son restaurant, mais c'est pas ça dont on parle. On parle vraiment d'un truc à dimension industrielle. Et à partir de dimension industrielle, je dirais que c'est à partir de 1000 mètres carrés. Donc au-delà de 1000 mètres carrés. Et je pense même qu'il y a des stats d'État qui sont disponibles du coup pour ceux que ça intéresse sur le site où ils rassemblent toutes leurs stats, .gouv, je sais plus quoi là. Enfin bon, bref, tout ça pour dire, je me demande vraiment dans le café, dans l'exemple que tu viens de citer, comment ils font pour gérer toute leur distribution logistique. Alors ça c'est c'était du coup c'était la partie anecdote. Et la partie question, c'est, j'ai pas compris, peut-être que tu l'as dit, c'est un abonnement ou c'est des one time, tu payes one time, one time, one time. Enfin, tu vois ce Non, que je je veux dire? pense que c'est, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, je pense que c'est comme tous les trucs de café, c'est-à-dire que tu peux payer one time et puis selon moi, il doit aussi y avoir un Une abonnement. formule récurrente. Ça Ok, me d'accord. ça me paraîtrait, ouais, voilà, tu vois, là, je suis devant là. Tu as une box, mensuelle, qui est du coup, c'est 64 $ par mois et ça équivaut à 2 $ la capsule. Et en fait, tu le vois d'ailleurs
dans la photo qui te montre la box, enfin, c'est pas dans la photo qui te montre, mais je l'ai vu autre part, c'est la même box. C'est cette box-là qui est enfin, frigorifiée, je sais pas comment on dit, qui garde le froid, quoi. Mais ouais, donc ouais, il y a un abonnement, ouais. Ok, super, Et je ne connaissais pas apparemment, du tout. tu peux pas du tout acheter en one time pour le coup, je me trompe. C'est juste un abonnement, quoi. J'ai trop envie d'essayer. Est-ce qu'il livre en France ou pas? Je pense pas. Ce genre de boîte D2C aux US, ils livrent jamais en France. En tout cas, ils livrent pas en France du moment où ils décident pas d'open la France, quoi. Parce qu'en fait, c'est trop de galère pour eux de livrer en France. Je pourrais checker, mais presque aucune chance qu'ils livrent en France. Ok, dommage. En parlant de livraison en France, est-ce que tu as déjà testé le colis que nos abonnés nous ont envoyé gratuitement? Pas encore. Pas Matin. encore. On le fera ensemble, oui. Ouais, On le fera je me réjouis ensemble. de ça. On le fera ensemble. Oui, Si parce vous qu'on a avez des des... abonnés qui nous font des cadeaux. Et oui, il Exact. faut le savoir. Et du coup, si vous voulez nous faire un cadeau, avec plaisir. Et si on aime bien votre cadeau, on fera votre pub vraiment à l'ancienne. Exactement. Alors moi, Euh, si tu veux, Vas-y, j'enchaîne. vas-y. Alors, petite histoire. André Asimov, tu connais, je connais très bien aussi. C'est un jeune digital nomade ukrainien qui a quitté son taf il y a 5 ans pour rejoindre Peter Levels, qui l'a pris un petit peu sous son aile. Peter Levels, j'en ai déjà parlé dans tous les podcasts, donc si vous n'avez pas compris qui c'était, allez revoir les podcasts précédents, parce que sinon je vais saouler tous les gens qui ont compris. Je ne répéterai pas. Du coup, Peter Levels a pris sous son aile ce jeune gars et ils ont, je pense, passé pas mal de temps ensemble à Bali, etc. Et le type était dans la galère et au début, il avait un taf de freelance qu'il a arrêté, etc., pour faire plein d'autres choses. Je pense qu'il avait fait d'abord, il avait fait un site sur le surf et sur la météo de surf. Donc, en gros, quand vous Ouais, allez ça, surfer, je me vous devez souviens, ouais. regarder les vents, etc. Bref, tu t'en souviens. On s'en fout, c'est pas très important. Il y avait aussi quand tu es dans un café en tant que digital nomade, et qu'on te vole ton ordinateur quand tu pars aux toilettes, etc., tu reçois une alerte sur ton téléphone, et donc tu peux quitter la toilette et courir après le gars. Il avait fait toute une publicité un peu drôle par rapport à ça. Et le gars, en fait, au fur et à mesure des petits produits qu'il a lancés, et ben, il a créé une audience de gens qui le suivent sur Twitter, etc. Donc, il est passé de anonyme à digital nomade, très représentatif de la mouvance digital nomade et du mouvement des makers. Je pense qu'il a aussi fait un produit, je ne sais pas si tu t'en rappelles, c'était un bouton pour Ouais, push ton projet en ligne, c'est ça, un truc comme ça. ouais, Donc en c'est gros, à ça. chaque C'était fois que un tu peu appuyais, un gadget un buzz, guide, ouais, c'est ça. guide push, mais sous forme de physique, quoi. C'était trop marrant. Et donc il a bâti une communauté autour de lui. Et il y a quelques temps, je pense que c'était il y a 3 ans, il a lancé un site qui s'appelle Sheet to Site. Donc c'est Sheet comme Google Sheet, SHEETTOSITE.com. C'est un site en gros qui vous faites des modèles sur Google Sheet, vous les remplissez, et puis ensuite, quand vous avez rempli ces modèles-là, eh ben, ça envoie toutes vos données dans un corps HTML et CSS qui fait en fait que votre site, à partir de Google Sheet, a une gueule de site web hyper classe. Donc typiquement, il a les modèles Airbnb, il a les modèles Uber, il a les modèles agences de voyage, les modèles agences immobilières. Tout est déjà pré-modélisé sur son site web. Vous choisissez, ça vous crée une Google Sheet, vous remplissez à Google Sheet avec vos informations, par exemple adresse de la maison, adresse je sais pas moi, adresse du centre de vacances, peu importe ce que vous voulez, tout est possible, tout est imaginable. Eh ben, il prend ces données-là à partir d'un Google Sheet, donc c'est-à-dire que vous ne devez absolument pas avoir besoin de coder, et il l'envoie sur son site web à lui, Mhm. que vous pouvez hoster sous votre propre nom de domaine, etc. etc., etc. Donc c'est un truc qui était ultra simple. Je pense qu'il y en a pléthore des sheet to sheet, il doit y en avoir des dizaines. Il suffit d'aller sur Product Hunt et de taper no code website Google Sheet et vous en verrez plein qui sortiront. Sauf que lui, il avait une audience, qu'il a bien marketé son tool et je pense aussi qu'il s'est un peu basé sur Peter Level, etc. pour le propulser, entre guillemets, Mhm. sur une partie pour trouver des clients, parce que le type a déjà une audience de ouf, lui. Bref, et donc Sheet2Site a fait 1000 € par mois, 1000 $ par mois pendant plusieurs mois, etc. Et puis, il a fait d'autres projets, il a fait une application Mac, etc. Donc, André Asimov. Euh, et un jour, le Covid est arrivé, les gens se sont retrouvés chez eux, ils ont essayé de hack des trucs, et il est passé de 1000 $ par mois à 10 000 $ par mois.
Et il a fait son tweet il y a quelques jours pour dire qu'il venait de revendre De chez revendre, ouais. Toussit. Et je trouvais ça génial de Avec voir que... Microacquire, une boîte qu'on a Ah mentionné ouais, dans un autre ouais, podcast d'ailleurs, d'ailleurs, ouais. qui est en train Alors, d'exploser, qui fait, qui explose quoi cette boîte. ouais, C'est un il faut... broker qui vous permet de vendre votre site, votre boîte ou de la racheter ou d'en acheter une et il cartonne. Ben ouais. Super, ouais, c'est une super boîte, il faudra qu'on en parle et qu'on en fasse un vrai sujet dans le podcast. Et c'est un type qui s'appelle Neil Wheaton qui l'a repris. Et Neil Wheaton, en fait, c'est un espèce de mini Wilkinson, tu vois, le mec qui a Tiny Capital. Ouais. Donc, en gros, il rachète des tools qui sont en rapport avec le remote. Ouais. Je pense que son délire s'appelle Remote, R-E-M-O-A-T. Il a fait un jeu de mots qui Attends, est pas c'est mal Neil d'ailleurs. comment? N-E-L ou N-I-E-L, N-I-E-L? N-E-I-L, pardon, N-E-I-L, Ouais. Wheaton, W-I-T-T-E-N. Selon moi, en tout cas, c'est un Ok. inconnu au bataillon. Et c'est juste un type qui a fait un peu d'argent, de ma vie, dans Ouais. la tech et qui maintenant réinvestit. Ouais. Donc, le type lui a racheté son site. Il n'a pas dit combien il l'avait racheté. À mon avis, il a racheté principalement une audience et un portefeuille client. La tech ne doit pas être oufissime. Il y a un Je me MRR demande. existant quand même. Ouais, il y a un MRR existant, exact. Mais là, Ok. tu ne rachètes pas le produit tech dans ce cas-là. À mon avis, hein, je ne crois pas en tout cas. Et il a plein d'autres projets apparemment pour le site, pour le faire grandir encore plus. Donc, voyons voir ce que ça va donner. Mais je trouvais ça intéressant de voir l'histoire d'un type que nous, on avait checké sur les réseaux, on en avait parlé il y a 2-3 ans en disant t'as vu le petit gars là-bas et c'est pas très fou ce qu'il fait, mais c'est cool quand même, tu vois, il sort les doigts du cul. Ben là, il vient de revendre son premier business et bonne leçon. Bonne leçon pour moi en tout cas. Je sais pas si tu te rappelles, mais il faisait des vidéos il y a quelques années sur Twitter où il disait voilà, le Starbucks justement vient bien de terminer, je rentre chez moi, j'ai 3 kilomètres à faire à Bali parce que j'ai pas assez d'argent pour me payer un scooter. Et du coup, à Bali, pour ceux qui sont déjà allés, le savent, ceux qui ne savent pas, on vous le dit maintenant, il y a plein de chiens errants qui sont un petit peu violents parfois. Et il disait, je me fais courser par les chiens, je rentre chez moi, je trouvais ça trop drôle à l'époque. Et le type est vraiment. Alors, ils sont particuliers, toute cette bande-là est un peu particulière, mais il y a énormément de poésie en eux. Et surtout, bah, ils font des trucs réellement. Et donc voilà, c'était l'histoire no code slash digital nomade du jour que je trouvais intéressante. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus ou on passe à ton sujet suivant? Non, mais on va passer à ton sujet suivant parce que moi j'en ai plus. Ah! Ah! Donc, donc on va passer à ton sujet. Non, non, ouais, j'ai vu la vente, trop cool. Écoute, pareil que toi, un petit maker qui enfin, faisait des trucs un peu Sketchy, quoi. ouais, sketchy, pas ouf et tout au début. Et en fait, il a juste charbonné, 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 enchaîné les projets, créé une audience et puis il a build un produit pour son audience et le Covid l'a un peu aidé et bingo quoi. Il a hustle le mec, donc c'est cool, c'est cool. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire après parce que, tu vois, 10K MRR, je sais pas, il a peut-être vendu ça à 2 ans de CA, je me dis, tu vois? Du coup, il s'est fait quoi? Il s'est fait un petit, 200-250K. Du coup, je me demande, qu'est-ce qu'il va faire next? Parce que c'est pas la retraite. Du coup, ça va être quoi son prochain produit? Est-ce qu'il va se mettre dans la crypto comme tous les mecs, de tous ces mecs-là, là? Enfin, moi, j'en vois plein. Des mecs qui étaient dans le même délire que dans la vibe de Peter Levels, à créer des petits produits et tout. Et maintenant, avec la crypto, il y a des mecs qui s'y mettent full time, et Ah qui ouais? passent que sur ce sujet-là maintenant. J'en vois plusieurs. D'ailleurs, il y a aussi on a parlé, je crois que c'est toi qui en as parlé, pour le coup, c'est différent, mais enfin, il n'est pas dans la vibe, il n'est pas dans le club des Levels là, mais c'est le type, merde, tu vois la newsletter qui regroupe plein de newsletters? La newsletter de haute qualité qui regroupe plein de newsletters. Comment elle s'appelle? Tu m'en as parlé? C'est une grosse newsletter connue, payante, qui en fait regroupe plusieurs newsletters qui avant étaient indépendants. Et en fait, il y a Lee de Creator Economy et ces mecs. Ah oui, ok, d'accord, je vois. Tu vois On mettra en le groupement de description. newsletter. Et Ouais. dans une des newsletters qui est dans ce groupement de newsletter, il y a un mec qui a un blond qui est beaucoup dans le business à la Noah Kagan. C'est aussi Neil quelque chose, j'ai oublié son nom. On en a parlé aussi de ce type-là. Qui a une chaîne YouTube autour du marketing, enfin, ça, c'est pas grave.
Et le mec là, ça fait maintenant 3 mois qu'il est full time crypto. Il tweet que sur la crypto, il fait que de la crypto. Il n'écrit maintenant que sur de la crypto. Il Ok. écrit presque plus du tout. Avant, il était dans l'affiliate marketing, e-commerce. Il avait créé un e-commerce. Il vendait des formations autour du marketing. Il écrivait un peu sur les side hustles, etc. Et maintenant, c'est full crypto. Il est en train de build un tool dans la crypto, un tool utile, pas payant, mais utile. C'est un tool qui te permet de calculer, d'avoir des projections réelles sur ton APY quand tu fais quand tu stake. Et quand tu farmes, c'est assez intéressant ce qu'il est en train de faire. Et en fait, on a plein des mecs comme ça qui maintenant sont full-time crypto et ils diguent comme des porcs dessus. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'ils avaient cette l'attitude et les caractéristiques d'un hacker, d'un bidouilleur. Ils savent coder, ils apprennent vite les trucs, tu vois, ils sont débrouillards. Ils n'ont pas des high expectations à l'instant T, donc ils n'ont pas des vies hyper chargées, tu vois. Et c'est des mecs qui peuvent passer toute leur journée à juste bidouiller sur Internet. Et, et c'est cool, quoi. Je sais pas Ok. pourquoi je parlais de ça, Ben, mais c'est toi là. juste pour dire en gros que toute la mouvance, il y a une partie des gens qui sont dans la mouvance digital nomade qui aussi commencent à builder énormément en crypto. Et c'est un Ouais. signal que j'avais pas du tout repéré. Et j'aurais eu même tendance à parier le contraire. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la mouvance slash Peter Levels digital nomade auraient eu tendance à être un peu dans le déni de la crypto. Mais même si Peter Levels, à titre personnel, j'ai cru comprendre qu'il était très investi dans la crypto. Ouais. Et donc, c'est hyper intéressant. J'avais pas du tout capté Bah, ce signal-là. Merci. je pense que tu vois, la philosophie du digital nomade, elle est très en lien avec la crypto, en fait. Oui, c'est sûr. Euh, Mais tu vois, le style un peu genre, ouais, il faut faire du MRR, il faut pas lever des fonds, etc. On aurait pu croire, enfin, j'aurais pu, en tout cas, parier que une grosse partie aurait dit, ouais, mais les cryptos, c'est de la merde, il vaut mieux avoir un taf de freelance ou il vaut mieux avoir un vrai business, tu vois. Et là, ils ont l'air de, si d'après ce que tu me dis, en tout cas, ils ont l'air de vraiment investir mhm. du temps et de l'argent dedans, donc Ouais, c'est intéressant. Très intéressant. ouais. Ok. Euh, Vas-y. Ah, Euh, Evry. Putain, voilà, la newsletter, c'est Evry. Evry.to. Voilà. Evry.to. Voilà. Voilà. Ok, cool. Bon, allez, j'enchaîne, comme ça on termine pas trop tard. Alors, je vais te parler d'un truc qui est dans l'air du temps, une fois plus, Covid oblige. Parenthèse, pour ceux qui regarderaient la vidéo YouTube, je vous regarde droit dans les yeux là. Mon appareil photo est au-dessus et Jedi est en bas. Et du coup, quand je regarde en bas, je ne suis pas en train de me mater les pieds ou autre chose, je regarde juste Jedi, ok? C'est un peu perturbant pour moi aussi. Là, je suis dans une situation un peu bizarre. Bref, du coup, Covid oblige, les gens passent en remote et comme tu le sais, les gens sont des clinches, comme on dit en Belgique, ou des nuls avec les ordinateurs. Et du coup, même s'ils ne sont pas nuls et qu'ils sont juste très intelligents, mais qui ne sont pas du tout adaptés à reconnaître les signes avant-coureurs d'un hacking ou d'un élément malveillant qui pourrait être en cours sur leur ordinateur, sur leur lieu de travail, leur bureau, et ben juste en fait ça arrive très régulièrement et encore plus depuis qu'il y a le Covid vu que les gens travaillent en remote. Donc les gens travaillent en remote, ils sont sur leur ordi, ils se connectent via leur VPN, ils se connectent sur leur bureau à distance, euh, ils font des manipulations sur Internet, sur leur site web, etc., qui ne sont pas forcément validées. Et donc il y a des trous dans la raquette partout. Et en gros, au cours de la dernière année, là, je vais te donner une stat. Euh, il y a eu une démultiplication des attaques sur Internet, des attaques de hackers, entre guillemets. Et en plus, la moyenne de la rançon a augmenté. Elle était à 41 cas avant 2019. Et aujourd'hui, la moyenne sur 2020-2021, c'est 234 000 dollars par rançon. Donc en gros, ça a explosé. Il y a un vrai sujet là. Comment est-ce qu'on fait pour se protéger d'un point de vue cybersécurité contre les attaques et les attaques malveillantes contre les business. Donc c'est le business dont je vais te parler, ça s'appelle coalitioninc.com. Donc c'est coalition comme tu écrirais coalition et tu termines par INC et puis tu mets .com. Coalitioninc.com. Et en gros, c'est un business qui permet d'organiser la sécurité et la Mhm. cybersécurité des entreprises avec en plus une assurance, un produit d'assurance qui vendent par derrière. Mhm. Euh, donc, ils ont vraiment deux sujets, eux, c'est comment est-ce qu'on fait pour, avec du software, protéger les entreprises et en plus directement capter quand il y a un truc qui ne va pas. Donc, quelque part, il y a des sondes qui tournent en permanence sur leur site web, sur leurs produits, etc. pour que dès qu'il y a un problème, hop, il y a un pop et on est tous avertis.
Et en plus, par-dessus ce software, ils vendent une assurance. C'est-à-dire que si tu t'abonnes au software, nous, on sait qu'en interne, si on est bon, on va réduire fortement les risques que tu aies un problème. Mais si jamais un jour ça arrive, eh ben en plus, on a une assurance qui te couvre. En moyenne, pour être couvert jusqu'à 1 million d'euros de dégâts, ça coûte, j'ai cru comprendre, entre 1 500 $ et 3 000 $ par mois. Par an. Du coup, ils ont une quarantaine de milliers de clients d'entreprises clientes. Ils sont 200, ils ont levé 300 millions de dollars en fundraising. Et leurs revenus, ils ont fait x2 en 2020. C'est-à-dire qu'avant 2020, ils étaient à 50 millions de dollars par an. Et aujourd'hui, ils sont à quasiment 100 millions de dollars par an de revenus. Donc, il y a un vrai sujet. J'ai regardé un peu leur site web que je trouve super intéressant, puisqu'en fait, c'est un site web de lead génération pure. Tu arrives sur le site web, on te demande veux-tu tester la sécurité de ton entreprise. Toi, tu dis OK. Classique, quoi. Donc, du Ouais. coup, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis François, j'ai mis mon adresse mail, François, et le nom de domaine soliton.is. Les gens, enfin, ils ont fait un test sur mon site web. Ils m'ont dit OK, ça coûterait autant de protéger votre entreprise, etc. Donc, c'est un peu bullshit, on le sait très bien. Mais ça permet en fait, eux, ils vont par exemple, ils vont regarder les DKIM, donc c'est les réglages Mhm. d'email dans les setup email, etc. Ils regardent s'ils sont bien réglés, etc., etc. Et ils ont plein de points de données. Ils te renvoient un dossier avec une analyse en fait de la sécurité de ton site web et de ton domaine, donc a fortiori au 21e siècle, quelque part un peu de ton business en général. Mhm. Et ça en fait, ça donne un indicateur clair et net de OK, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on prend une assurance, est-ce qu'on ne prend pas une assurance, est-ce qu'on en a besoin? Mhm. Est-ce qu'on est même qualifiable pour être assuré Mhm. par coalition? Parce qu'ils n'assurent pas tout le monde. Par exemple, les business 100% IT, ils ne veulent pas les assurer. Je n'ai pas très bien compris pourquoi, mais apparemment, c'est d'un point de vue risque, il y a beaucoup plus de risques qu'eux aient des gros dommages à couvrir si jamais leur business saute. Mhm. Si tu assures Facebook par exemple, contre la cybersécurité chez Facebook, ça va te coûter une fortune. Tandis que la cybersécurité dans l'entreprise qui fabrique des choux à la crème au bout de la rue, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a beaucoup moins de risques parce qu'il y a beaucoup moins quelque part de digital présent dans l'entreprise. Mhm. Bref, Mhm. tu as compris l'idée. Je trouve ça super intéressant comme business. Je sais bien que toi, tu connais un petit peu les mecs de Riot en France qui Ouais. font de la formation, parce qu'il y a une partie aussi formation dans leurs produits. On va former vos employés patati et patata à ce que, en fait, à ce qu'ils soient alertes face au risque. Et moi, j'ai eu vent d'une boîte en France, un copycat de coalition, en tout cas dans les premiers débuts, qui sont en train de se lancer. Alors, ça n'a pas été encore annoncé, donc je vais me taire, mais probablement dans la prochaine semaine, on va en entendre parler. Peut-être même avant que ce podcast sorte, j'en sais rien. Et je trouve ça super intéressant. Et il y a un vrai time to market à aller chercher. C'est même à la limite un tout petit peu trop tard. Enfin, non, pas trop tard, mais ça aurait été mieux si c'était lancé il y a 6 mois ou il y a un an. Je pense que là, ça aurait été parfait. Euh, et puis, en France, il y a toute une série tu le sais mieux que moi, d'accords à passer avec des vrais fournisseurs d'assurance, etc. Pour Mhm. toi, la Mhm. revendre l'assurance derrière, ça prend du temps, patati patata. Mais je trouve ça Mhm. Mhm. intéressant. Je trouve que le produit est pas mal. Surtout le site web en formulaire avec des tests de pénétration qui sont envoyés sur ton nom de domaine, je trouve ça pas mal aussi pour attirer les clients et se donner une forme de crédibilité. Et puis ensuite, derrière, quand tu regardes le test sous forme de PDF, tu vois qu'il y a plein de mots scientifiques, tu vois des métriques un petit peu d'insider, tu comprends rien si tu parles dans la tech, mais ça te dit, waouh, tu vois, j'ai un vrai dashboard de pilotage où on me dit tout ce qui se passe bien ou ce qui ne passe pas bien chez moi. C'est vraiment pas mal et finalement, je pense que ça va fonctionner puisqu'ils ont 40 000 clients aujourd'hui aux États-Unis qui sont quasiment une licorne, ils n'ont pas encore été évalués plus qu'une licorne. Et le mec qui a fondé ça, avant, a travaillé au FBI, à la CIA et chez Cloudflare, une entreprise de cloud sécurisée, Pas mal. je sais pas quoi. Donc, tip top, le type, il coche toutes les cases. Grave. Ils se sont lancés en 2017 et ils sont 200. Donc voilà, c'est pas encore super, super vieux. Ok, ok. Écoute, ça m'étonne pas que la sécurité des employés, par exemple, enfin des entreprises, a été mise à mal par le remote. Euh, Il y a plein de raisons. Il y a déjà le fait que la majorité des gens n'utilisent pas un VPN et ni un VPS de l'entreprise pour se connecter au remote controller du bureau. Du coup, tu te connectes avec quoi? Avec ton propre Wi-Fi. Et ton propre Wi-Fi de consommateur chiffré traditionnel dans le sixième, il n'est pas sécure. Tu as
pléthore de façons de pénétrer dans le Wi-Fi de quelqu'un et du coup, après, de bidouiller avec son réseau, de rentrer dans son ordinateur. Il y a des kits en ligne pour moins de 100 balles, des kits que tu mets dans ta voiture, tu te balades dans les rues de Paris et tu spoofes tous les mots de passe de tous les Wi-Fi des gens. Enfin, il y a des gens qui s'amusent à faire ça et c'est pas du tout compliqué, quoi. Hem, et du coup, ça m'étonne pas qu'il y a un vrai problème. Puis les gens aussi qui se connectent avec leur ordinateur à eux, leur ordinateur perso, qui font plus la différence entre ordinateur, pro, perso, enfin, ce genre de choses, quoi. Hem, c'est drôle que tu parles de ça, de ransomware et cetera, parce qu'en Belgique, le jour, je regardais la télé et à la commune de Liège, enfin l'administration de Liège, qui est une, province en Belgique, qui s'est faite, ransomware. Donc, tout l'outillage, de la ville, tout l'outillage administratif était down. Donc, plus impossible d'aller, dans la mairie, demander une carte de séjour, une carte d'identité, impossible, tous les softwares étaient down. Et en fait, il y avait une demande de rançon, d'apparemment plusieurs millions d'euros en bitcoin. Pour la petite, évidemment, hein, c'est beaucoup plus simple de demander des bitcoins et donc c'est drôle, enfin c'est drôle, non, mais voilà quoi. Et du coup, Et il c'est quoi disait la aussi réponse qu'il de la Belgique? y a Tu pas, peux la dire pour qu'on officiellement, rigole? bah, il y a pas Non, mais d'un point de vue de investissement. ah oui, oui, ah oui, 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 c'était ça le truc. Alors j'ai oublié le chiffre, je t'ai dit 10 millions, c'est 10 ça, millions. je crois? Ouais. Ouais. Du coup, la Belgique, au même moment, s'est dit, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, injecter 10 millions d'euros, dans, c'était quoi? Pour la sécurité, des entreprises en Belgique, quoi. Bon, bon, soit, Vous c'est ferez ça, c'est autre votre chose. propre avis. Ouais et donc non, non, c'est OK, OK, OK. Donc ouais, il y a Riot, Riot en France. J'ai vu récemment une de leurs pubs qui est vraiment cool. Ils ont réussi à prendre, je crois que c'est Le Monde, je crois, je suis pas sûr, je crois que c'est Le Monde, et en tant que client, je crois que c'est Le Monde, en tout cas un gros média, connu en France, que vous connaissez tous. De l'avoir comme client et du coup de tester leur sécurité. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font eux, si je me souviens bien? Ils font des tests de phishing. Heu, Mhm. donc en gros, ils envoient des emails et plein de choses comme ça à vos employés, pour voir c'est quoi leur réactivité et leur capacité d'influence et d'acceptation d'une arnaque sans le savoir, à travers du phishing et ensuite ils vont faire un report en disant: ben voilà, sur 100 employés qu'on a testés, il y en a 10 qui ont failli se faire avoir. On a même réussi à récupérer telle coordonnée. C'est super dangereux donc voilà, donc ils vendent des tests, ensuite ils vendent de la formation. Enfin, ils vendent un test de pénétration, ensuite ils vendent de la formation, et je ne sais pas vers où ils vont aller, mais du coup, un de leurs clients qui a un second média, ils l'ont réutilisé pour faire des vidéos sur LinkedIn en mode témoignage, chose qui marche très, très bien, surtout quand tes clients, c'est des grands groupes et des grosses boîtes comme des boîtes de médias ou même, des grandes entreprises. C'est toujours d'avoir de la preuve sociale et donc interviewer tes clients actuels pour qu'eux parlent face caméra de comment tu les as aidés, c'est toujours une bonne façon de faire et ils ont fait ça plutôt bien. OK, OK, OK. OK et en parlant de sécurité informatique, bah, j'en parlerai la prochaine fois mais j'ai rencontré, cette semaine, heu un mec 2 mecs qui bossaient dans la sécurité informatique, dans une armée, très connue de notre pays, de notre, du monde et des brutasses quoi, des monstres, genre des monstres, tu vois? 6-7 ans je crois en cyber security dans une armée, une des armées qui est dans le top 3 des armées les plus puissantes, sur ces sujets-là, et le mec était une brute quoi. Donc voilà. Ça m'intéresse. Ah ça t'intéresse. Ce sera en off ça, ce sera pas en public. OK, OK, OK. Bah, écoute, cool, j'ai pas d'autre chose à te dire. Moi non plus. Heu, toi non plus. Épisode 33 si je me trompe pas. N'oubliez pas, vous devez faire 3 choses. Liker cette vidéo, si vous êtes sur YouTube. Commentez toujours si vous êtes sur YouTube. Vous abonner si vous êtes sur YouTube. Vous abonner si vous êtes sur Spotify. Sur Spotify, vous pouvez vous abonner. Vous abonner sur, Apple Podcast aussi si vous êtes sur l'Apple Podcast et laisser un 5 étoiles si vous êtes sur l'Apple Podcast. J'ai pas d'autre chose à dire. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ou bien on les laisse là?
On les laisse là et on se dit à la On les laisse prochaine là. fois, dans des conditions d'enregistrement encore plus parfaites, si possible. Allez, bonne journée à toi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Peace.